Je m'appelle Daniel Villon, je suis producteur de fruits et légumes dans le sud de la France, sur la commune d'Olioul, à côté de Toulon. C'est vrai que moi je me suis installé dans les années 70, c'est l'époque d'une agriculture qui était très productiviste, l'époque de l'introduction des plastiques dans l'agriculture, la plasticulture, qui a quand même modifié considérablement les pratiques agricoles, par les serres avec des couvertures plastiques, par les paillages du sol pour empêcher l'enherbement. Enfin, au cours de ces années-là, il y a eu de très fortes modifications dans les pratiques traditionnelles de l'agriculture. Outre l'utilisation d'herbicides, de pesticides, qui étaient conseillés par les chambres d'agriculture et qui donc faisaient partie de l'arsenal des nouvelles pratiques qui se mettaient en place, que mon père, dont j'ai pris la suite, ne connaissait pas, quoi. Bon. Donc c'est allé très vite à partir des années 70. Quoi. Et évidemment, le problème qu'on a toujours eu, ça a toujours été le problème de la commercialisation. C'est-à-dire que l'on développait notre capacité de production, on a intensifié nos modes de production, en particulier avec les cultures sous abri, et se posait toujours quand même le problème de la commercialisation, c'est-à-dire essayer de trouver les formes de commercialisation qui permettaient l'équilibre de l'entreprise par derrière. Et ça, c'était compliqué, parce que dans les fruits et légumes, c'est une filière qui est compliquée au niveau de la commercialisation. D'abord parce qu'elle fait appel à de nombreux acteurs, de nombreux producteurs, qu'avec le temps, il y a eu des quantités importantes de fruits et légumes qui sont rentrés de l'extérieur avec l'élargissement de l'Europe, de l'Italie, puis après à l'Espagne. Eh bien, les productions du Sud se sont trouvées donc, en concurrence avec des pays encore plus au Sud, qui remettaient en cause régulièrement les modes de commercialisation qu'on pouvait mettre en place. C'est comme ça qu'on a essayé tous les modes de commercialisation possibles et imaginables. On a fait de la vente sur marché, on a fait de la vente en coopérative, on a fait la vente en demi-gros, on a fait la vente en centrale d'achat, on a fait la vente en livraison directe dans les supermarchés, hypermarchés tous les jours, on a fait la vente directe à la ferme, on a fait de la vente à l'expédition, on a fait la vente à l'exportation. Et chaque fois ça démarrait, ça fonctionnait, et puis pof, le niveau de rentabilité chutait, quoi. C'était remis en question de façon permanente, quoi. Jusqu'à ce qu'on découvre par hasard, dans les rues de Manhattan, à New York, où on est allé voir une de nos filles qui habitait là-bas, le système des CSA, Communauté Support Agriculture, qui est le système qu'on a appelé après nous AMAP en France, quoi. Et là, on s'est aperçu, c'était en 99, fin 99, on s'est aperçu que ce système permettrait peut-être de donner une certaine pérennité à notre travail et à notre activité, parce qu'il était basé sur des logiques complètement différentes de celles qu'on avait pratiquées jusque-là. C'est un partenariat producteur-consommateur avec engagement des deux parties. Engagement du producteur à produire une nourriture diversifiée de qualité, avec en face des consommateurs qui, pour avoir cette nourriture, s'engagent en apportant les moyens financiers qui permettent de sécuriser la vie et l'activité du producteur. Pourquoi? Parce que le prix à payer de cette nourriture, c'est l'addition des charges de l'entreprise, dont la rémunération du travail, divisé par le nombre d'abonnés que cette ferme est capable de fournir, et ça donne le prix à payer. Une fois qu'on a le nombre de contrats suffisant, eh bien on est sorti complètement de l'économie de marché. On ne vend plus le kilo de tomates ou le kilo de courgettes ou le kilo de pommes de terre, on vend une production globale qui suit le rythme des saisons et qui se diversifie le plus possible pour faire en sorte que l'assiette soit attractive dans sa diversité et en utilisant des pratiques qui sont complètement différentes parce qu'on n'est plus pris à la gorge par l'obligation de résultat en termes de tonnage hectare. Donc on peut aller vers les variétés qui sont les variétés les plus gustatives plutôt que les variétés les plus productives.
on peut faire de la tomate ancienne qui est un véritable délice en abandonnant les tomates modernes, boules de pétanque qui n'ont aucune saveur. Et on reste calé sur le rythme des saisons. Donc en fait, on revient vraiment à la définition du paysan, qui est quelqu'un qui fait une nourriture de qualité, qui garantit santé et plaisir sans impact négatif sur l'environnement. Et tout ça avec une rémunération qui lui permet à lui de pouvoir élever sa famille dans de bonnes conditions, un peu comme tout le monde. L'objectif que l'on essaye de voir dans les AMAP, parce que le paysan gagne ce que gagnent en moyenne les Français, c'est-à-dire 1 500 € net par mois. Et s'ils sont un couple, ça leur fait 2 fois 1 500 €, donc ils vivent avec 3 000 € net par mois dans la famille. On a rattrapé un petit peu le retard qu'on a, parce qu'on a quand même aujourd'hui encore 40% des Français qui gagnent moins que le SMIC, quoi, hein, et 40% des agriculteurs qui gagnent moins que le SMIC. Donc bon, là, ça nous permet quand même de rattraper ce retard, et ça permet d'avoir des métiers attractifs pour des jeunes, parce qu'on a besoin des générations. On a perdu quand même 3 paysans sur 4 en France ces 20 dernières années. On a besoin de jeunes qui viennent peupler les campagnes et qui viennent produire cette nourriture qui est forcément nécessaire, puisque la nourriture, c'est une fonction vitale. Si on n'en a pas, on ne peut pas vivre, c'est de mauvaise qualité, on est malade. Donc on a tout intérêt, en tant que consommateur, en tant que mangeur, à sécuriser cette fonction vitale, quoi. Alors, il n'y a pas de meilleure sécurité que le partenariat avec le paysan nourricier, parce qu'on connaît ses pratiques, on sait où il est, on identifie complètement la qualité du contenu de notre assiette. On assiste aujourd'hui à un conflit entre 2 types d'agriculture. Une agriculture industrielle et une agriculture artisanale. J'appellerais artisanale, quoi. Pour moi, l'agriculture paysanne est une agriculture artisanale par rapport à une autre agriculture qui est industrielle, en ce sens qu'elle a des process qui sont très très proches des process que l'on applique dans l'industrie, quoi, hein. Et aussi bien dans les productions hors sol que dans les productions sur des surfaces excessivement importantes, avec très peu de personnel. Donc aujourd'hui, on a un conflit entre ces 2 modes d'agriculture. Et l'agriculture industrielle aujourd'hui est l'agriculture qui gagne ce conflit. Pourquoi? Parce qu'elle est soutenue par la politique agricole française et européenne. Elle est largement subventionnée. L'agriculture paysanne ne l'est pas du tout. Et l'agriculture paysanne est soutenue, elle, par les citoyens et les chefs de cuisine. Alors pour moi, l'avenir dépend un petit peu de ce rapport de force. C'est-à-dire que l'agriculture industrielle soutenue par les politiques agricoles les politiques agricoles vont se modifier à partir du moment où le mouvement citoyen va augmenter. Il arrive un moment où le politique est obligé de prendre en compte la montée en puissance du mouvement citoyen. Et il est obligé d'aller dans le sens de ce que réclame le mouvement citoyen. Pourquoi? Parce que ce sont les électeurs, tout simplement. Et on le voit, on l'a vu à 2 occasions récemment. Michel Barnier, il a créé, lorsqu'il était ministre de l'Agriculture, un atelier sur les circuits courts. Qu'est-ce qu'il y avait de nouveau dans les circuits courts? Rien de bien nouveau. La vente directe des producteurs existe depuis des millénaires. Les magasins de producteurs existent depuis 30 ans. Les ventes par correspondance pour les vins, les champagnes et tout existent depuis fort longtemps. Ce qui monte en puissance, c'est la demande des consommateurs dans les AMAP. Elle a été telle qu'elle a provoqué chez le ministre de l'Agriculture la prise en compte de l'agriculture en zone périurbaine, qui n'avait jusque-là jamais été prise en cause. Et il a créé cet atelier pour relancer les circuits courts, pour répondre à la demande de la poussée citoyenne. Pas pour répondre à une demande des agriculteurs, mais pour répondre à une demande de la poussée citoyenne. Le FOLD, le ministre de l'Agriculture actuel, pourquoi d'un seul coup il a introduit dans la politique agricole française, il a du mal à l'introduire au niveau européen, mais il a introduit dans la politique agricole française l'agroécologie.
Parce que c'est la poussée du mouvement de Pierre Rabhi, des colibris, la poussée du mouvement de citoyens dans les AMAP qui réclament ce type d'agriculture qui fait que le ministère de l'Agriculture, le ministre de l'Agriculture n'a plus pris ces informations seulement de la FNSEA, il les a pris aussi provenant du mouvement citoyen, et ça l'a fait évoluer dans cette direction. Donc moi je crois qu'il faut continuer ce travail de fourmi, petit à petit, et l'effet de bascule se passe, il n'y a pas besoin d'attendre que 100% des consommateurs aient basculé, mais pour moi l'effet de bascule se situe entre 20 et 25%. Lorsque vous avez 20 à 25% des citoyens qui veulent quelque chose, qui sont solidaires d'un projet, le ministre, le politique en face est obligé de le prendre en considération parce que ça fait du monde. Nous, rien que dans les AMAP, aujourd'hui, on a 7000 producteurs en AMAP et 2 millions de consommateurs. Bon, et ça augmente tous les jours un petit peu, quoi. Et il arrive un moment, on est bien obligé de prendre en compte l'existence de cette agriculture et l'existence de ce mouvement citoyen. Et c'est là où j'espère, moi j'attends ce mouvement de bascule le plus rapidement possible, parce qu'en attendant, les paysans continuent à disparaître, quoi. On n'a pas inversé la courbe de diminution du nombre de paysans. En Loire-Atlantique, où il y a eu un redécollage et il y a plus d'installations que de départs. Et ça y est, il y a certains endroits où ça commence à redécoller, quoi. Mais il y a besoin d'installer des milliers et des milliers d'agricultures pour compenser les 3/4 qu'on a perdus si on veut aller vers la proximité, vers une maîtrise de son alimentation par le consommateur qui doit se réapproprier cet acte de consommer qui est une fonction vitale. Il faut qu'il se la réapproprie, quoi.